Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Grandeur Nature. C'est le rendez-vous annuel des geeks, les personnes qui s'intéressent au matériel. C'est la gear list, le contenu du sac à dos pour ma grande randonnée de cet été. Il s'agit du TCT. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, on parle ici de randonnée, de bivouac, de trucs et astuces et aussi de matériel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche de notification pour pouvoir être mis au courant des différentes aventures qui vont suivre. J'aimerais aussi préciser pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des gear lists que cette année, c'est un petit peu spécial. Je m'explique. Normalement, j'ai, disons, une liste de matériel qui est assez exhaustive, qui ne bouge pas beaucoup parce que j'ai une habitude de randonner dans nos milieux ici, on va dire en terrain entre guillemets connu. Bien sûr, c'est chaque fois une découverte, mais disons les Pyrénées, les Alpes, c'est des lieux qui, on va dire, ne sont pas très distants. Et puis, en général, au maximum, mon but était des randonnées de environ un mois qui s'étalait, on va dire, sur 700-800 km, on va dire des buts comme ça. Cette année, je vais tenter quelque chose d'un peu plus long, sur 1800 km, le Trans-Caucasian Trail, qui va depuis la frontière de l'Iran, remonter toute l'Arménie pour passer ensuite en Géorgie et puis tirer sur l'ouest dans la chaîne du Caucase pour arriver finalement au bord de la mer Noire. Ce périple, il est un peu différent parce que déjà, il est à cheval entre l'Orient et l'Occident, c'est une première chose. Ensuite, on a pas mal de degrés de latitude différents, donc on remonte quand même environ 1500 km vers le nord et on traverse des régions qui sont assez différentes dans le sens où on a des déserts donc pas des déserts sablonneux mais des déserts de pierre très rocailleux comme ça, des choses très désertiques, sèches. On a des montagnes comme nos Alpes avec des névés, voilà la chose plus classique on va dire. On a des marais, on a j'allais dire des plaines, on va dire plutôt des steppes, un peu comme en Mongolie par exemple. On a des hauts plateaux, on a des canyons, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et ça va me demander un petit peu d'adaptation, probablement de matériel. Je n'ai pas encore tout en main puisque la préparation, elle se fait un petit peu en amont, mais c'est forcément sur le terrain qu'on se rend compte le mieux des choses. Donc je peux faire des erreurs, c'est sûr, de choix de matériel. Normalement, ça devrait bien jouer parce que disons, c'est quand même une pratique que j'ai l'habitude, mais on a un petit peu des spécialités. Je vais en parler au fur et à mesure de la gear list. Elle est un peu plus chargée et surtout, j'ai des choses que je vais devoir changer en cours de route. Ça veut dire que j'ai un paquet qui va m'attendre, je vais arriver vers ce paquet, je vais faire un échange, puis continuer avec un autre matériel. Ce n'est pas pour beaucoup de choses, ça concerne principalement chaussures et puis deux, trois choses aussi que vous verrez ensuite. Mes gear lists sont un petit peu longues déjà d'habitude. Cette année, ça risque d'être encore plus catastrophique parce que je vais devoir un petit peu expliquer le pourquoi du comment. Je dirais que si vous voulez une gear list qui soit vraiment spécifique aux Alpes, vous pouvez prendre la gear list de l'année passée. L'année 2021, c'est un matériel qui a vraiment fonctionné du tonnerre. J'ai la gear list qui est publiée et un retour après les 800 km du chemin des cols alpins en Suisse. Donc c'est quelque chose vraiment qui est validé, confirmé et puis qu'on retrouve, on va dire à 95%, c'est ce qu'on retrouve ici. Maintenant, il y a des petits changements, vous verrez, d'allègement. Il y a des choses qui vont dans l'autre sens où je m'alourdis. Il y a des petits changements. Avant de commencer vraiment la gear list, j'aimerais encore vous dire que sous la vidéo, dans la description, vous trouvez un lien qui s'appelle Lighterpack. C'est une adresse internet qui mène vers une liste, une description de tout ce matériel exactement, avec un lien vers le matériel pour savoir où l'acheter, où le trouver, où le voir avec des photos. Le poids, le prix, une description. Sur certaines choses, les habits, je mets aussi ma taille pour avoir un petit peu la référence. Maintenant, j'ai certaines choses qui ont changé parce que j'ai pas mal perdu de poids comparé à l'année passée, donc j'ai dû adapter différentes tailles. J'ai changé du matériel aussi. Pour ceux qui me connaissent, vous verrez qu'il y a un petit peu des adaptations, il y a des nouvelles choses, il y a des choses qui restent, enfin ça bouge un petit peu. Cette liste, elle est très précise, au gramme près. Je vais ensuite tout remettre dans mon sac à dos, peser, mais sachez que pour le moment, j'arrive à un poids de base de 6,9 et des poussières kilos, donc quasiment 7 kilos, matériel vidéo compris.
Donc si on enlève le matériel vidéo, on serait plutôt vers un poids de 5,4 kg, environ 5,4 kg, parce que j'ai à peu près 1,6 kg de matériel vidéo supplémentaire que je ne prendrais pas si je n'avais pas de chaîne YouTube par exemple. C'est un certain poids, c'est sûr, c'est un certain coût aussi, mais c'est ce que j'ai besoin, ce que j'ai décidé de prendre cette année pour vous ramener des beaux souvenirs et vous partager tout ce vécu, outre que juste les petites vidéos et les choses qui sont faites avec le smartphone. On démarre sans plus attendre avec le matériel que je porte sur moi. Je vais pouvoir faire comme ça un petit peu de place. Toujours ma casquette Mammouth, c'est une casquette toute simple en coton et puis elle est sympa parce que la visière peut se plier comme ça, donc on arrive à la mettre vraiment toute plate dans une poche extérieure. Voilà, rien de spécial, c'est toujours la même. J'aime bien parce qu'elle est vraiment réglable ici, clippable et réglable sur l'arrière. C'est peut-être anodin, mais pas tant que ça, le fait que ça puisse s'ouvrir, parce que parfois, quand on a vraiment des couches avec des bonnets plus des capuchons et tout, ça peut être sympa de pouvoir l'ouvrir, et puis aussi, surtout, de pouvoir l'accrocher, quand vraiment on veut plus, à un moment qu'on veut respirer, l'accrocher ici sans avoir besoin d'un mousqueton ou quelque chose comme ça. La casquette, un indispensable. Ensuite, les shorts, je randonne avec des shorts, ça c'est un modèle Adidas, il s'agit des Three Stripes Aero. C'est un modèle que j'aime bien parce que moi ce que j'aime surtout en fait c'est ne pas avoir besoin de ceinture pour tenir un short par exemple. Parce que la ceinture qui tient le short avec par-dessus la ceinture abdominale du sac à dos, comme moi j'aime bien serrer assez fort pour que ce soit vraiment les hanches qui portent majoritairement le poids du sac à dos, du coup ça me marque vraiment les hanches, la peau, ça me fait mal. Donc là c'est quelque chose de tout doux et j'aime beaucoup ça, c'est bien ventilé, bien aéré, il n'y a pas de slip intérieur hein, par contre, donc je porte des sous-vêtements. Et puis surtout, il y a deux poches zippées, chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet ensuite, quand je suis en ville à quelque part, de pouvoir vraiment prendre un porte-monnaie, mon passeport, enfin voilà, des choses pour bouger. C'est ce que j'ai mis l'année passée, je les reprends cette année, ça marche très très bien. En sous-vêtements, j'ai un caleçon boxer en mérino. Ce modèle-là, il s'agit du Icebreaker Anatomica Cool Light, ce qui veut dire que c'est un mélange mérino, tencel et élastane. Tencel, c'est une fibre naturelle. C'est quelque chose de plus frais, un petit peu plus doux et plus frais que les classiques mérino. Donc, il y a un aspect antibactérien du mérino, donc c'est chouette aussi par rapport aux randonnées longue distance et compagnie. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus léger, un tissu plus doux. C'est celui que je vais porter principalement. Vous verrez que j'ai un deuxième caleçon, on en parlera après quand on arrive, mais qui est d'une autre facture, enfin c'est toujours un icebreaker, mais cette fois pas en tencel. Ensuite, je prends le même hoodie que j'ai utilisé l'année passée. L'année passée, pour ceux qui m'ont suivi, j'avais donc ce hoodie de chez Merino Ridge. C'est un grand hoodie avec capuche qui est très sympa, qui est en mérino mais avec un renfort du fil en nylon, donc je ne sais plus combien exactement je vous mettrai, mais je crois 70%, quelque chose comme ça. Manches longues avec des passages pour les pouces, c'est quelque chose donc que j'ai beaucoup apprécié sur mon chemin d'école alpin l'année passée. Au début du chemin d'école alpin, j'avais commencé avec ce hoodie ici, qui est le hoodie de chez Montbell, la Cool Parka, comme ils l'appellent. L'avantage, c'est vrai que ça s'ouvre complètement ici sur le devant, donc ça c'est super, mais c'est un 100% synthétique. Et puis, il y a eu deux choses. Alors, il y a le premier phénomène, c'est l'odeur du synthétique. Quand vous faites 3 mois de marche sur 1800 km par exemple, voilà, au bout d'un moment, vraiment, vous ne vous supportez plus vous-même, ça c'est le premier truc. Mais aussi, j'ai eu froid. Ça veut dire que le synthétique, une fois mouillé, et c'est le but de cette parka, hein, je précise bien, qui est micro-perforé, c'est justement de créer une évaporation de la sueur et
de par l'évaporation, faire une descente de température, donc un effet de frais. Cool, ça veut dire frais, hein, tempéré. Donc le but, c'est ça. Mais quand on est en haute montagne et puis que c'est une météo qui n'est pas top, eh bien, en fait, on caille, quoi. On caille, je caillais tout le temps et ça, c'est pas du tout allé. Donc, j'ai rapidement switché pour quelque chose comme cela. C'est à double tranchant, je vais un petit peu le payer au début parce que je serai dans des milieux très très chauds et puis le fait d'être dans du mérino, voilà, je vais la piler. Vous me direz, mais pourquoi tu prends un modèle bleu foncé comme ça? Il y a deux choses. Il y a les infrarouges et puis il y a les UV. Ça veut dire que les infrarouges, c'est ce qui va nous chauffer, nous brûler, créer la chaleur si on veut, première. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène, c'est les UV en fait. Et puis plus un tissu est foncé comme celui-là, plus il va bloquer, retenir des UV. Donc c'est quand même assez important d'avoir un UV qui soit bien bloquant. Et du coup là, avec celui-là, je suis à UPF 45, je crois. Enfin, on est quasi au max avec ce tissu foncé. Mais voilà, il y a un compromis à avoir. Ce serait un peu plus chaud, c'est sûr. Voilà. Mais disons que c'est allé l'année passée aussi quand il faisait chaud, mais il fera beaucoup plus chaud là. Mais vous verrez, il y a aussi un t-shirt. Enfin, on en parle après. Ensuite, sur le bas, j'ai des chaussettes. Cette année, je vais tester les Injinji, qui sont des chaussettes à doigts. Alors c'est assez ridicule quand on regarde ça comme ça. C'est pas nouveau, il y a énormément de true hikers qui utilisent ça. Le gros avantage, si on veut, c'est qu'au moment où vous avez les doigts de pied qui toute la journée frictionnent comme ça, on chope entre les doigts de pied ici des ampoules. Et ça arrive assez fréquemment. Autre chose qui peut aussi arriver, c'est qu'on peut prendre des frottements, on ne chope pas forcément des ampoules, mais on va faire de la corne. Et puis, suivant à quel degré vous en avez et les frottements et comme ça peut devenir un peu problématique, ça commence à chauffer, ça commence à incarner. Il faut penser vraiment longue distance, hein. J'aimerais avoir des chaussettes comme ça cette année, mais elles vont fonctionner uniquement lorsque j'utiliserai certaines paires de chaussures, les Lone Peak, les Ultra. On les verra juste après. Et à ce moment-là, je vais utiliser ces chaussettes-là. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir chaque doigt qui est englobé, c'est la chaussette elle-même qui prend les frottements. Donc en fait, ça glisse super bien. On a chaque doigt de pied qui est protégé individuellement, donc c'est super. Mais ça ouvre encore un petit peu, hein, ça demande un petit peu plus de place dans la chaussure. Donc ça fonctionne avec des chaussures pieds larges comme les Ultra Lone Peak que vous allez voir juste après que je vais vous présenter. Donc c'est quelque chose qui est assez spécifique. Ces chaussettes-là, les Injinji, c'est un mix mérino nylon, donc c'est 60-40, je crois, quelque chose comme ça, pour être un peu renforcé, avec pas mal de coussinets hein, ici sur le talon, donc c'est relativement bien protégé, ce qui est pas mal. Je profite pour partir sur les chaussures, pour pouvoir vous expliquer un petit peu ces changements-là. Comme je vous ai expliqué auparavant, j'ai pas mal de terrains qui sont différents. Il y a des choses qui sont plus déroulantes, moins montagneuses. Les premières parties dans les zones arides du sud de l'Arménie vers la frontière iranienne, c'est de la caillasse. On est vite, hein, on randonne à 2800, 3000 mètres sur des crêtes, des choses comme ça, mais on a rapidement des températures la journée qui peuvent grimper à 40 degrés à l'ombre. Donc c'est quand même des choses assez fortes. Je ne voulais pas partir avec les TX4 qui sont tout cuir, qu'on connaît bien, que j'ai présenté. Vous trouvez des vidéos de présentation. Et puis c'est des superbes chaussures. C'est vraiment ma chaussure. Si je dois en prendre qu'une, je vais prendre celle-là. Mais c'est un peu chaud, hein, tout cuir comme ça, même basse.
Voilà, ça jette. J'ai décidé de tester, et ça fait un moment que je randonne avec tout ce printemps, les Altras Lone Peak numéro 6 et 5, qui sont les deux modèles, disons, que j'ai testés et que j'apprécie le plus. J'aime moins les anciens modèles. C'est des chaussures zéro drop, donc il faut quand même faire attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas 8 mm ou 7 mm comme pour la Sportiva TX4 ici, de différence entre l'élévation du talon et puis l'avant du pied. Là, on est à plat, à zéro. Il y a 2,5 cm, 2 cm, je ne sais plus, je vais vous le dire, de rembourrage, hein, de protection. Il y a un rock plate, donc il y a une plaque de protection pour pas que la pression des cailloux vous fasse mal dans la chaussure, au travers de la chaussure, donc ça c'est bien aussi. Et puis surtout, il y a un pied à l'avant qui est super large. Donc, avec ces chaussures-là, je vais porter les Injinji et puis c'est quelque chose qui va vraiment bien pouvoir me protéger. J'aurai super bien de la place dans la footbox, donc c'est quelque chose de vraiment chouette, hein, pour randonner. L'avantage aussi, c'est que c'est filet, non Gore-Tex, donc vous avez vraiment une évaporation. Et puis aussi, comme j'ai pas mal de rivières à traverser, ça m'aidera à pouvoir les traverser à gué. Ça veut dire qu'il faut garder les chaussures, on ne peut pas aller à pieds nus dans des torrents, ça c'est sûr, et puis à sécher plus rapidement. À l'intérieur, que ce soit dans les TX4 ou sur les Altra Lone Peaks, j'utilise les semelles Superfeet, les Trailblazers. C'est un modèle qui me convient bien. J'ai essayé comment elles s'appellent les françaises là? Je pense que j'ai dû essayer, je sais pas, 14 ou 15 modèles de semelles. C'est celles qui me conviennent bien. Et puis, donc j'en ai commandé une pour chaque paire. Ensuite, pour m'aider dans les chaussures basses comme celle-là, j'utilise les Dirty Girls Gaiters. Vous en trouvez chez Outdoor Research aussi, chez Salomon, enfin voilà. C'est des mini-guêtres que l'on croche sur la chaussure. On croche ici sur l'avant du lacet. Il y a un petit scratch qui se met derrière ici. Et puis voilà, on a le pied qui est un peu protégé comme ça. L'avantage, si on veut, uniquement, c'est juste de retenir la poussière et les cailloux pour pouvoir limiter les entrées simplement dans la chaussure. Alors elles sont assez vieillottes celles-là, hein. Elles ont en tout cas elles ont 3, ouais. Elles ont bien 3 ans. Je les ai réparées, réparées. Je vais devoir les réparer parce qu'elles ont des trous partout. Mais elles tiennent toujours. Donc voilà, je les prends comme ça. Et puis on va les finir, vraiment les finir. C'est pas très compliqué à faire soi-même, hein, si jamais. C'est juste du lycra. Rien de très compliqué. Il y a un triangle de renfort avec un petit crochet métallique, un velcro sur l'arrière, voilà, mais c'est vraiment tout con, hein, en fait, à faire. Il n'y a rien de très compliqué. Je repars toujours avec les mêmes, même si elles sont déjà un peu trouées, c'est pas grave. La différence entre ces deux chaussures, c'est la TX4 est une chaussure d'approche qui est beaucoup plus rigide. J'en ai parlé en long et en large, mais surtout il y a une revue qui est faite sur cette chaussure-là. C'est vraiment ma chaussure de prédilection. Elle a un frein ici, donc on est déjà par pierre, tout cuir. Voilà, c'est un tout autre maintien. C'est une semelle en Vibram Mega Grip, donc elle s'use relativement vite, mais elle tient, elle adhère sur les choses mouillées, racines et cailloux d'une manière fantastique. On est dans de la chaussure de montagne, c'est autre chose. Et puis elles, je vais les prendre à partir d'un certain stage, un peu en dessus de Yerevan, au moment où j'arrive en Géorgie et que je vais vraiment ensuite grimper dans le Caucase, dans la haute montagne, on va dire. Voilà. Ça a été longtemps une décision difficile pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec 3 paires de chaussures.
2 paires de Altras, parce qu'au bout de, disons, 600 km, celles-là, elles seront quasiment mortes, usées, plates, défoncées, peut-être déchirées. Donc je vais devoir faire une rocade. Donc j'atterris à Yerevan avec mes 3 paires de chaussures. J'en laisse 2, une Altra et les TX4 à Yerevan. Ensuite je descends en bus tout au sud vers l'Iran, enfin à la frontière iranienne. Je fais un bon bout, en tout cas les 2 tiers de l'Arménie. J'arrive de nouveau à Yerevan, je vire ma paire là, j'envoie les TX4 tout au bout. Je les envoie à l'international, pardon, en Géorgie. Je continue avec celle-là jusqu'à ce que je retrouve les TX4, puis ensuite je swap et puis je finis avec les TX4. Ou si je vois que les Altalon Peaks, finalement, ça n'a pas trop joué dans ce milieu-là, je peux faire tout le reste avec les TX4 parce que celles-là, je sais qu'elles vont me tenir sans problème un bon 1200 km sans aucun souci, hein, voire 1300, 1400, on peut le faire, ça joue. Parce que l'année passée, j'ai fait 800 des chaussures neuves. Je les utilise encore toujours et puis elles vont encore me durer un petit moment. Après, c'est sûr que bien sûr le relief, il disparaît un petit peu. Donc on est, vous voyez, déjà dans quelque chose d'un petit peu plus spécial. Il y a des réflexions qu'on doit avoir et puis c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup traîné dans cette gearlist parce que sinon normalement, ben voilà, boum, au revoir, merci, salut, il n'y a pas de discussion, je pars avec les TX4 et puis c'est tip top. En tout cas pour des longues durées, hein, quand c'est vraiment de la montagne, les Alpes, des trucs bien costauds, c'est TX4, au revoir, merci. Et puis quand je fais des randos un petit peu plus tranquilles, entre guillemets, je prends les Altalon Peaks. Il n'y a pas la même accroche, il n'y a pas la même précision au bout de pied, ça va pour des terrains un peu déroulants, un peu faciles quand même, hein, les Altras. C'est pas pour des trucs où il faut être tout le temps des verts, etc. Je vais en chier peut-être hein, avec celle-là. On verra. On va faire avec et puis on va essayer de s'adapter au fur et à mesure. Donc, voilà, on y est pour le matériel porté. Ensuite, dans la continuation, on va partir ici sur les habits, on ira après dans les petites choses. Une nouveauté, je prends avec moi un pantalon de randonnée. Il s'agit des Shuffle Hashtag. C'est un pantalon synthétique stretch, très fin, très léger, puisque en taille, je ne sais plus combien je fais, du 50, il fait 245 grammes pour un 50. C'est donc un pantalon assez fin, minimaliste, de nouveau avec une ceinture un peu élastique ici, qui me sert bien à la taille, qui a un petit peu de silicone ici pour pas trop descendre, qui a des poches zippées, qui est léger, simple, c'est assez près du corps aussi, hein, donc c'est pas un pantalon qui flotte trop. Le but de ce pantalon, c'était de me protéger parce que je vais être dans des milieux très rocailleux, mais aussi avec des forêts très denses que je vais devoir traverser avec des ronces. Mais je vous parle de choses, c'est comme si vous devez traverser du maquis, parce qu'il y a beaucoup de parties du T-City qui ne sont pas encore balisées, qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas dégagées, qui ne sont pas déboisées, et puis on traverse vraiment des trucs qui sont méchants, hein, avec des échines et tout, etc. Donc on nous avait vraiment, l'équipe du T-City, l'organisation, l'association, nous ont vraiment dit, voilà, vous allez arriver dans des milieux costauds, prenez des pantalons ou prenez des shorts qui se dézippent, enfin des pantalons qui se dézippent en short. J'en ai aussi, mais j'ai fait le calcul un petit peu. Moi j'aime bien randonner en short, et puis normalement je prends que une paire de shorts et c'est les seuls fringues en bas que j'ai. Hein. Après je me débrouille, je fais la lessive dans la chambre où je suis, je laisse sécher la nuit et puis je repars ensuite. Mais c'est vrai qu'en plus là-bas, il y a des milieux qui sont assez reculés, avec des traditions. Et puis les gars, ils ne sont pas en short, quoi. Ils sont en pantalon par n'importe tout le temps de l'année. Ça ne se fait pas trop. Il y a aussi des monastères, des belles choses que j'aimerais visiter, des très anciennes choses culturelles qui sont vraiment magnifiques. Donc je vais faire attention justement à ne pas heurter, à bien sûr m'habiller décemment et toutes ces choses-là. Et puis surtout, ça me fait
une deuxième paire de pantalons. Quand je suis dans un village, s'il y a des gens qui sont par là et tout, ça me permet de laver les shorts, d'avoir un truc décent, de participer avec eux, pas rester enfermé. Quand je suis dans les Alpes, en général, quand je retrouve la civilisation, puis que je veux faire des lessives ou comme ça, je suis dans un petit hôtel ou une petite auberge, tout seul, dans ma chambre tranquille, parce que j'aime pas du tout aller en refuge. Et puis si vous n'avez rien d'autre que le short, ben vous sortez avec votre machin puant, et puis bon, voilà, ça permet d'avoir une autre chose, et puis de me protéger. 245 grammes, j'ai bien cherché hein, pour arriver à un truc, c'est très fin, hein, c'est sûr qu'alors qu'une grosse branche, ça va me griffer à travers, mais disons j'aurai quand même une protection supplémentaire et puis un deuxième pantalon, c'est une nouveauté, attention là, hein, ça devient fou. Une autre chose que je prends et que je change un petit peu cette année, c'est mon t-shirt, deuxième t-shirt, hein, c'est le seul autre haut que j'ai. Première couche, à part le hoodie que je vous ai parlé avant de chez Merino Ridge. Juste pour information, chez Merino Ridge, ils n'exportent plus en Europe à cause, depuis le Covid, il y a eu trop de problèmes voilà, je ne sais pas pourquoi. Ils le font plus. Moi, j'en ai juste commandé 3 à temps. Je suis content parce que voilà, ben, on ne peut plus le prendre chez eux, quoi. Ils proposent Canada, États-Unis et c'est tout. Ça, c'est le Icebreaker Anatomica, un t-shirt tout con, hein. Là il est en L, c'est un Merino, tout simple. Ce sera mon t-shirt soit de rechange et de couchage. Je prends un manche courte. Cette année, normalement, j'ai un petit 3/4 zip avec manche longue pour la nuit, hein. Et puis là, je prends un manche courte parce que je prends la polaire, la micro-polaire de chez Kuiu, qui est donc à 150 grammes, une micro, c'est micro, hein, c'est vraiment un super fin, super léger, avec pouce, avec zip 3/4, avec capuche. C'est quelque chose de très léger, mais que j'avais déjà testé, qui est pas mal, qui n'est pas très résistant, qui bien sûr, pour vous imaginez, pour 150 grammes, ben, n'est pas très chaud, mais qui fait le taf et puis qui me permet d'avoir un petit complément. Habit du soir pour sortir dans les villages, danser les danses traditionnelles géorgiennes avec tout le monde, qui me permet un petit peu de complémenter. De nouveau, je vais être dans des moments où il y aura des 0 degrés sans problème, hein, parce qu'on est assez haut dans le Caucase. Les sommets sont à 5000 plus, donc on est plus haut dans les cols et dans les hauts plateaux que ce qu'on peut avoir dans les Alpes, et puis j'aurai des moments qui seront assez froids quand même. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un petit peu plus d'équipement pour pouvoir résister à un peu plus froid, puis un petit peu jongler. L'année passée, je n'avais pas pris cette polaire-là, j'avais l'ensemble Tachyon de chez Montbel, micro fin comme ça, micro coupe-vent, mais c'était pas top, et puis ça, vraiment, ça respire bien, c'est cool. Voilà, tout va bien. Ensuite, toujours dans les habits, j'ai un Boeuf, c'est un Merino 100% de chez Boeuf, donc c'est un tour de cou de chez Boeuf, pardon, la marque, en Merino, mais Merino Light, c'est la version light, donc il est un peu plus léger, un peu moins long que les autres, ça me suffit, il fait tout ce qu'on fait avec un tour de cou, masque, cagoule, tout ce que vous voulez, écharpe, bandeau, bonnet, voilà, et il fait ma tête d'oreiller par-dessus mon sac de tente qui est rempli de la doudoune pour la nuit. Comme je l'ai dit, je suis en nuitée en couchage avec un t-shirt court Merino, manche courte. Si j'ai froid, je mets la polaire qui est quand même respirante, et puis ça peut m'aider pour passer une meilleure nuit si je suis un peu limité avec le sac de couchage. J'ai, chose que je ne prenais pas l'année passée, un caleçon long de chez Montbel en Merino, assez léger aussi, hein, c'est la version de nouveau light chez Montbel, je crois que c'est du 140 grammes mètre carré. C'est tout fin, je vais le prendre aussi de nouveau parce que ça peut m'aider. L'année passée, je n'avais pas pris de caleçon long, mais c'est vrai qu'à la longue, avec les jambes dans le sac de couchage, ça devient vraiment crade en plus la sensation
Sur le matelas, c'est un peu, voilà, c'est glissant, c'est l'air qui on transpire, et puis bon voilà. Ça me permettra aussi par exemple de dormir sans kilt carrément, juste comme ça, s'il fait trop chaud, sur le matelas, tout bien, mais sans avoir besoin de me couvrir parce que je suis bien, et puis suivant les températures. Hein, donc c'est aussi assez, ça peut être aussi assez sympa d'avoir cette possibilité-là. Tout ça, ça alourdit, hein, c'est sûr, ça fait 150 grammes, plus 150 grammes, 300, plus 250, là on a déjà, ça grimpe, ça grimpe. Ensuite, les chaussettes. Ici, j'ai 2 paires, donc je ne pars pas avec 3 paires en tout, je pars avec 2 paires toujours, ça me suffit, je fais un tournus. Il y a une paire pour la nuit propre et sèche, et puis une paire de la journée qui est crade, et voilà. Et puis, simplement, j'en ai 2 ici. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où je vais prendre les TX4, je ne pourrai plus avoir les Injinji chaussettes à doigts, parce qu'elles sont un peu moins larges, donc sinon ça demande trop de place, hein, le fait d'avoir chaque doigt protégé. Donc je retourne à 2 paires standards de chaussettes en mérino, une paire de chez Down Tough et puis une paire de chez Smartwool, voilà, et une autre paire de chez Smartwool. Un deuxième caleçon, comme on l'avait vu, il s'agit du Icebreaker Anatomica, pas la version Cool Light, ça c'est la version Merino tout court, en 150 grammes mètre carré. Ensuite, la protection de la pluie, je prends les bas, c'est Montbell Versalite, c'est mon pantalon de pluie qui est très très bien, c'est quelque chose de très chouette. Ça tient bien assez pour le bas, c'est sans aucun souci convenable, et puis c'est beaucoup mieux que les tachyons qui étaient qu'un coupe-vent mais qui prennent la flotte, puis après ça colle à la peau, et puis là ça fait coupe-vent et vrai pantalon de pluie. C'est sûr que tout ça va dans des chaussures basses, donc ça va être mouillé, mais en même temps, on reste au sec pour les jambes, puis on est bien protégé du vent, des intempéries. Donc, vu ce que j'ai vécu l'année passée, et vu ce que je vais prendre dans la figure sur autant longtemps, ce sera très bien que j'aie ce pantalon de pluie. Ensuite, la veste de pluie, il s'agit de la United Equipment Visp. C'est une veste qui m'a été fournie par la marque, qui est une 3 couches, ultra légère, chère, mais qui a vraiment, vraiment bien fait son travail l'année passée sur le chemin des Alpins, où j'en ai pris, je peux vous dire, mais plein la tête, des journées entières sous la flotte, et c'était vraiment, voilà. C'est une veste dont j'ai fait déjà une petite revue. Vous trouvez plein de revues sur la chaîne de tout ce matériel, et qui a, chose que j'apprécie beaucoup ici, des pit zip, donc des fermetures éclairs sous les bras qui permettent d'aérer vraiment quand l'effort est trop violent, vu que n'importe quelle membrane Gore-Tex, la plus chère, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment donné, on sature, il y a beaucoup trop qui est sorti à l'extérieur comme transpiration, comme vapeur d'eau, et puis une membrane ne peut plus suivre, surtout si c'est mouillé à l'extérieur, il y a un moment donné où ça sature. Donc la fermeture éclair sous les bras, c'est vraiment le truc, c'est parfait, quoi. C'est vraiment top. J'ai avec moi, comme l'année passée, je vais prendre un parapluie qui est en fait une ombrelle parapluie. Celui-là, c'est le modèle de chez Montbell. J'en avais fait des revues, j'avais fait des analyses. Finalement, eh ben, il n'est pas si mal que ça. Vous voyez qu'il est un peu tout cassé. En fait, il est assez bizarre. C'est un modèle à 98 cm qui fait un peu moins de 200 grammes, qui est noir sur l'intérieur ici pour pouvoir bien absorber la lumière, en fait, pour la réflexion sur le sol, sur les cailloux, pour ne pas être ébloui. Et puis qui est assez épais et qui a un tissu ici argenté qui permet de simplement renvoyer les rayons du soleil et puis proposer une ombre absolue dans son dessous. C'est une vraie ombre à 100% sous le parapluie. J'ai un système ensuite j'ai un système sur le sac à dos qui me permet qu'on va présenter d'ailleurs, je ne vais pas l'oublier,
qui me permet vraiment d'avoir le parapluie comme ça en marchant les deux mains libres. Hein. Donc je le mets en fait dans une poche ici. Ensuite, il y a un élastique qui chope le haut. Et puis, main libre, je peux randonner comme ça. Ça protège, vous voyez ici, le haut du sac à dos aussi. Et puis, je randonne. Je peux enlever la casquette, tête à l'air, au frais. Ça remplace un chapeau parce que c'est clair qu'avec une casquette et le hood pour venir se protéger jusqu'ici, c'est chouette quand on a le vent. Ça, c'est super parce qu'on est bien protégé complètement toute la tête, la nuque et puis ici sur les flancs avec la visière de la casquette. Hein, on vient assez en avant. Le hoodie, c'est super pour ça. C'est vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. C'est plus polyvalent la casquette que le chapeau parce que quand par exemple il pleut et que j'ai mon matériel de pluie ici, ma veste, la casquette c'est beaucoup mieux, ça me fait une visière, ça prolonge la micro-visière de la veste de pluie et puis ça permet de quand même garder ses mouvements et tout, puis pas d'avoir tout le chapeau à plier, à merder dans le capuchon, c'est beaucoup plus pratique. Et ça me permet dans les régions très très chaudes, si vraiment tout à coup je me fais surprendre par des cagnards et qu'il n'y a pas de vent, de pouvoir prendre ce parapluie, ce parasol, cette ombrelle qui permet de vraiment bien se protéger. C'est magique, hein, c'est magique, mais c'est 200 grammes supplémentaires. L'avantage de celui-là, ce que je n'avais pas tout de suite compris au début, c'est que l'extrémité des baleines ici, elle se replie à l'envers. Donc quand il y a un coup de vent, vraiment une rafale, au lieu de casser, eh ben, ça se plie, c'est fait pour. Alors c'est un tout petit peu plus embêtant au moment du pliage en fait, parce que vous devez faire justement cette action de casser tout ça et puis ensuite de pouvoir le rouler. Mais finalement, une fois qu'on s'y habitue, de toute façon on ne le fait pas tout le temps et puis c'est aussi sympa comme parapluie. Quand vraiment vous avez des pluies mais torrentielles, vous êtes là, vous marchez en forêt puis c'est non-stop, que vous êtes avec les habits de pluie, que ça coule, c'est froid ici et tout. C'est vrai que des fois, à un moment, on est content de pouvoir sortir juste un parapluie et puis on est bien protégé. On est au sec tout à coup, hein, quand même, sur le haut du corps en tout cas. Ça fait des fois la différence de morale, où voilà, on se sent un petit peu mieux, que ça nous coule tout le temps sur la figure, que la casquette elle est trempe, tout devient trempe. Voilà. Ça peut être sympa quand même parfois. Ce parapluie en fait il est dans une poche ici avec les bouteilles d'eau et j'arrive à le prendre, à le sortir, à le déployer et le ranger sans devoir m'arrêter. Donc s'il y a aussi à un moment donné un orage qui va venir, pouf, je marche sur une route pour aller reprendre un bus ou je sais pas quoi, ben, je peux le prendre directement comme ça. Doudoune, je prends la Apex de chez Nighty Equipment. C'est une doudoune synthétique en Apex qui est vraiment chouette. C'est une des plus chaudes micro-doudounes que j'ai et c'est celle que je vais prendre cette année de nouveau. C'est spécial, normalement je prends du plus léger, j'avais pris les Montbell l'année passée, mais j'ai décidé de prendre celle-là. Je m'alourdis un peu, pourquoi? C'est parce que maintenant de plus en plus sur des pièces un peu clés comme celle-là, je décide d'aller dans mon premier choix initial qui était justement cette Torrid Apex. De chez Nighty Equipment parce que ça me permet d'avoir une sécurité et si un jour il fait trop froid, je dois randonner, faire de l'effort quand même, mais avec la doudoune, eh ben, même si je transpire un peu, si elle est un peu mouillée ou des choses comme ça, elle va quand même continuer à me tenir au chaud. Et puis elle est bien chaude celle-là. Hein. En plus c'est une doudoune donc complète avec un serrage ici sur les hanches, donc pour empêcher le froid. Il y a simplement des élastiques ici. Il y a de nouveau un serrage par fil sur la tête. Il y a une cagoule complète et puis il y a une fermeture complète, fermeture éclair complète de haut en bas et même deux poches ici avec fermeture éclair. Le tout dans sa version large comme celle-là pour un modeste 260 grammes. Que veut le peuple, hein? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Franchement, voilà. Mais c'est top. C'est un petit peu plus lourd que ce que j'avais, mais ça reste vraiment le top du top. Voilà. Je vais prendre ça en synthétique, ce sera très bien.
Ensuite, mes bâtons, toujours les mêmes Leki, carbone, très bien, je ne change pas une équipe qui gagne. Le seul problème que je vais avoir, c'est que je vais devoir les démonter, puis faire un stratagème pour le vol en avion, parce que je vais en Arménie en avion. Ce sera en soute tout ça, donc il faut que je puisse protéger. Je ne pourrais pas équiper mon sac à dos avec plein de choses à l'extérieur. Lui-même sera emballé, et puis protéger un peu, parce qu'il ne faut pas qu'il me l'écrase, les arceaux, des choses comme ça. Donc je vais devoir un petit peu bricoler. Bon les amis, désolé de cette interruption du son, j'espère que je le découvrirai au montage, j'espère que ça n'a pas été trop long, que le son du micro sera plus ou moins bien réglé et que je pourrai faire quelque chose de pas trop résonnant. On reprend, je pense, avec un meilleur son maintenant. On va s'intéresser au portage. Donc je pars avec le Arc Air version Dyneema de chez Zipax, comme l'année passée. C'est vraiment la classe totale. J'ai franchement rien à redire sur ce sac. C'est pour moi un super combiné, on va dire, de réflexion, mais vraiment qui est faite par des gars qui ont fait le PCT et compagnie, qui ont marché justement des très longues distances. Hein. Le PCT, c'est pas comme ce que je vais faire, c'est 4500 kg. Et puis c'est des gens qui étaient sur le terrain, qui se sont posés les bonnes questions, et franchement, chapeau. Alors, la réalisation, les finitions, des choses comme ça, c'est parfois un petit peu olé olé, hein, tout d'un coup c'est pas très droit et tout, etc. Par contre, je n'ai jamais trouvé sur aucun de mes modèles, que ce soit la tente duplex que j'avais acheté ou des autres sacs à dos, des choses que j'ai reçues après pour test, parce que voilà, j'ai une chaîne YouTube et puis que ça permet de présenter le matériel puis qu'ils sont tout contents avec ça. Mais j'ai jamais trouvé comment dire, de tissu par exemple qui n'est pas tenue, dans le sens où la couture, elle zigzague, mais elle passe à côté, puis elle oublie de prendre une couche, par exemple. Ça a toujours été solide, et bon, à part ça, c'est relativement bien fait, hein, je veux dire, il ne faut pas non plus délirer. C'est vachement mieux fait que le sac à dos que moi, je me suis fait moi-même, par exemple. J'en ai fait une revue, et je repars avec le même, je l'ai bien checké, il n'y a aucun point de faiblesse visible. Il est confortable, je dirais que 13 kilos, 14, voilà. Il ne faudrait pas pousser beaucoup plus, hein, parce que les mousses, par exemple, c'est des mousses qui restent ultra light aussi, c'est assez fin. Voilà, il y a quand même un bon portage, il y a un bon confort, il y a des bons réglages, il est vraiment top. C'est un 50 litres total, mais 30 et quelques litres, 30 litres intérieurs. Et puis ensuite il y a les poches, etc. Il y a un filet sur l'extérieur. Je ne vais pas non plus en faire une revue complète, parce que vous la trouvez sur la chaîne, hein. Vous faites une recherche, il y a la petite loupe, vous faites Arc Air, vous allez trouver ma revue, où là j'en parle en long, en large pendant 1 heure avec des zooms sur les tissus et tout. Et puis c'est quelque chose de vraiment chouette. Mais disons que c'est un sac tout con, c'est un tube avec une fermeture en roll-top en haut, un tube tout simple, en Dyneema, donc étanche, le tissu est étanche, les coutures ne sont pas étanches puisqu'on a fait des trous avec une aiguille, mais elles ont été scellées avec du scotch Dyneema depuis l'intérieur. Personnellement, même dans les énormes trompes d'eau que j'ai eues l'année passée, je n'ai pas eu de problème d'eau à l'intérieur du sac. J'ai aussi un liner en plus, en Nilofium, qui me protège en tout cas une partie, à peu près jusqu'ici. C'est dans ce sac en Nilofium que je vais mettre les habits de rechange, la doudoune, le sac de couchage et ces choses comme ça, enfin le quilt, pour pouvoir être sûr que les choses clés de la nuitée, caleçons longs, polaires, t-shirts, etc., des chaussettes, soient au sec total. Donc avec ça, mais il n'y a vraiment aucun problème, je peux prendre des trombes d'eau, je n'aurai jamais l'intérieur qui est mouillé, et en plus
quelque chose qui est très agréable, c'est que le tissu lui-même ne pompe pas l'eau. Ce qui veut dire que votre sac ne s'alourdit pas. Là où ça va s'alourdir, c'est comme, bon, voilà, c'est les mousses ici, puisqu'elles sont faites pour être respirantes, hein, sur le devant du sac ici. Là, forcément, ça va pomper de l'eau, on est bien d'accord. Mais disons, le reste ici, ça coule et c'est top, c'est vraiment super. Par rapport à l'équipement qu'il y a sur ce sac à dos, en plus de ce qui est vendu sur le sac, c'est 2 poches ici assez grandes sur le côté, hein, sur la ceinture ventrale. Elles sont vraiment grandes, hein, c'est des grandes poches. Je mets dedans un gros smartphone avec encore des barres, des choses. Elles sont vraiment extra. Moi, j'aime beaucoup ces poches de Zipax. Elles sont aussi en Dyneema, c'est léger. Ici, il y a une poche que j'ai, elle, cousue ici carrément sur la bretelle pour qu'elle reste bien ouverte, parce qu'ici j'ai mon trépied qui se met dans cette poche ici, plus crème solaire, bœuf, enfin voilà, différentes choses. J'ai un élastique ici très fort en vrai caoutchouc. C'est un truc de serrage, un collier de serrage de théâtre, donc c'est vraiment un truc très très costaud on appelle ça une pieuvre nous, mais qui me permet d'entourer comme ça le tube de l'ombrelle et puis de fixer, et puis le bas du manche de l'ombrelle vient ici simplement dans la pochette, et puis hop, du coup il est fixé, c'est tip top. Ici, sur l'autre bretelle, j'ai mon appareil photo, dont on va parler après, avec un système de chez Falcam, le F38. C'est un clip, comme chez Peak Design, en fait. C'est le même style de clip, mais un peu plus léger, et puis je préférais, voilà. Et puis ici, vous voyez cette espèce de plastique vert, en fait, c'est une pochette en Dyneema que j'ai bricolée moi-même. L'arrière de cette pochette, elle est coincée entre la plaquette et la bretelle. Et puis, comme j'ai mon appareil qui est ici, la caméra, qui est fixé, quand il se met à pleuvoir, c'est très embêtant de devoir le mettre dans le sac, tout enlever, s'arrêter, ouvrir, etc. Donc simplement, je défais ça, et puis ensuite, c'est une grande capuche qui va venir se mettre par-dessus simplement l'appareil photo, comme ça. Et puis, c'est du Dyneema que j'ai cousu moi-même. Il pleut dessus, c'est 100% étanche. C'est super léger, je crois que ça fait 4 grammes, hein, le tout. Et pour la replier, simplement, je dois ici un petit peu œuvrer. C'est clair que c'est pas super, mais ça va très très bien. Hop, hop, et puis je le coince ici derrière. Ça me donne quelque chose de très pratique finalement, parce que je n'ai pas besoin de ranger mon appareil parce que le mettre dans le sac, ça veut dire démonter le micro, tout le tralala, et puis le ranger. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, rien d'autre à dire. Il y a des poches ici sur le côté dans lesquelles vont mes bouteilles d'eau que j'arrive à prendre, parce que de nouveau, c'est bien réfléchi. On peut vraiment les mettre et les enlever en marche sans devoir s'arrêter. Donc on s'hydrate bien. Je vois bien ce qui me reste comme eau, ce qui est très très important, surtout là où je vais aller. Mes gris-gris, les plumes. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, toute prochaine, je vais vous expliquer comment on fixe d'une manière correcte des plumes sur un fil pour être sûr qu'on ne les perd pas. Ici, il y a une grande poche extérieure avec plein de choses que je mets dedans. Et puis voilà, c'est tout. Le Zipax Arc Air version Dyneema, vous trouvez de nouveau dans la vidéo, la description en dessous, un lien vers la liste Lighter Packs. Maintenant, on va passer au couchage. Alors, une pièce maîtresse, le sac de couchage ou kilt, suivant ce qu'on a choisi. Moi, j'ai reçu cette année le quilt de chez Zipax, le Solo, c'est le 20 Fahrenheit, donc ça correspond chez eux à -6, blablabla, mais c'est un zéro confort. C'est donc un kilt qui a la footbox qui est fermée ici vers les pieds, donc on n'a pas une ouverture complète comme mon quilt que j'avais de chez United Equipment, le Revelation, qui peut s'ouvrir même jusqu'au bout des pieds, puis devenir un grand rectangle, si on veut. Là, ce n'est pas le cas. On gagne un peu en grammage parce qu'il y a moins de fermeture éclair et des choses comme ça. La footbox, elle est fermée. Si jamais vous ne voulez pas avoir les pieds à l'intérieur, il faut vraiment du coup sortir et mettre les pieds à l'extérieur comme ça. Et puis, je l'ai pris en version longue et large.
longue et large. Pourquoi large? Parce que ça permet de quasiment fermer complètement quand même, comme un sac de couchage. Il n'y a pas de capuche, hein, donc on ferme ici sur le cou. Et j'arrive par contre à rejoindre dans le dos vraiment quasiment fermé, quoi. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'on a l'avantage du quilt si on veut. J'ai pris un petit peu trop large quand même, j'aurais pu prendre un regular ou quelque chose comme ça, parce que je ne savais pas trop chez la marque, hein, comme je ne connaissais pas, parce que moi j'ai un extra large chez United Equipment. Puis là, j'ai pris simplement le modèle en me disant, bon, je prends large, comme ça c'est un peu moins. Puis en fait, chez eux, c'est très c'est très large, quoi. Voilà. Mais malgré tout, j'ai gagné encore quelques 40 grammes, je crois, sur mon quilt United Equipment. Donc, voilà, tout bien, je suis très content. Il est neuf, je l'ai utilisé 2-3 fois. J'ai confiance dans le matériel qu'ils font. Voilà, très bien, je vais prendre ça, c'est super. Ensuite, toujours dans le couchage, là-dessous, j'ai le Thermarest Uberlight. Donc, c'est un Air Value, je crois, de 2 et des poussières. C'est pas très isolé. Ça l'est un tout petit peu, mais ça ne l'est pas beaucoup. Il s'agit de la version, ça c'est le modèle 2021. Et puis, c'est la version Regular Wide, parce que j'aime bien avoir les 60 cm, là, tranquille, pour les coudes et tout, mais je n'ai pas besoin de 2 mètres de longueur. Je fais 1,85 m, il fait 1,85 m, ça me laisse un petit peu les talons dans l'air quand je suis sur le dos droit. Et puis en fait, j'aime ça, parce que j'aime pas avoir la tension en fait, avec les talons sur le matelas, quand je suis vraiment sur le dos, qui me tend les genoux dans l'autre sens, je ne sais pas comment m'exprimer, quoi. Voilà. Et puis comme je suis souvent sur le côté, un petit peu recroquevillé, ça suffit largement. Du coup, c'est relativement léger. Et puis, pour pallier à un sol, on va dire, parce que c'est fin, hein, ça fait peur, hein, surtout là où je vais aller dans le désert avec des épines, machin, il faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai du matériel de réparation, mais bon, il y en a un que j'ai essayé de réparer avec ces patchs, j'y suis pas arrivé parce que suivant où c'est pour accéder bien avec le trou, c'est vraiment compliqué. Et puis, j'ai ce petit matelas, c'est le Arcmat qui est recoupé à 120 cm, qui me permet de faire un petit sit pad si je dois m'asseoir dans la neige sur un tronc qui a encore de la neige pour manger à midi, qui me fait petit matelas vite fait pour une petite sieste comme ça, parce qu'il est croché sur l'arrière à l'extérieur de mon sac à dos, et puis qui fait protection sous le Uberlight ici, et que ça me permet de protéger un petit peu des pointes, des épines que j'aurais loupées dans la zone où, disons, le corps s'appuie le plus, et qui fait un tout petit peu d'isolation supplémentaire, donc qui aide le Uberlight en situation un petit peu compliquée. Et, j'adore, quand un truc fait et, plein de choses à la fois, et ça me permet aussi je ne sais plus combien il fait celui-là, 45 grammes, je ne sais plus. Et ça me permet, au cas où vraiment mon Uberlight il est crevé, mort, terminé, j'ai plus de matelas, plutôt que de dormir sur le sol directement, ben j'ai ça, quoi. Je peux mettre ce qui reste du Uberlight, faire des couches et puis mettre ça encore après. Ce qui m'isole un tout petit peu du sol et qui va me permettre de me sauver, quoi. Avec la doudoune en synthétique, voilà, on se débrouillerait pour survivre dans voilà, puis jusqu'à que je retourne, je trouve un autre matelas ou quelque chose. Parce que c'est vrai que la décision matelas gonflable, là où je vais, ben voilà, il faut avoir confiance, quoi. Parce que voilà. Bon, certains auront vu, hein. Certains auront vu. Bon, j'explique un petit peu pour les personnes qui suivent pas forcément la chaîne ou qui sont les nouvelles personnes ici sur la chaîne. Il y a eu un gros débat. J'ai principalement randonné et bivouaqué avec la Duplex de chez Zipax, qui est ma tente de prédilection, vraiment la classe totale. C'est une tente 2 places qui a pas mal d'espace, et puis elle était en version camo. En fait, c'est une impression de feuilles, de feuillage, des choses comme ça. Puis c'est vrai que c'était super discret. Elle fait 500 grammes, non, elle fait 600 grammes tout compris, plus les sardines, ce qui fait un 700 grammes, en gros.
c'était vraiment génial. C'était vraiment génial, une super tente. Elle est toujours super. J'ai hésité, vraiment comme un fou, quoi. Parce qu'elle est discrète, quoi. Et puis, chez Zipax, les tentes en Dyneema en camo ne se font plus parce qu'ils ont eu trop de problèmes avec le tissu, de délamination, en fait, de séparation des couches, de l'impression en fait, camo qui est par-dessus. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ça me tue parce que sinon je l'aurais pris en version camo. Voici la Plex Solo que j'ai testé un tout petit peu ces derniers temps. Mais vous pouvez voir ma main ici à travers. C'est super transparent. Super transparent, super fin, super léger, mais beaucoup plus visible, hein, dans cette espèce de couleur un peu vert comme ça. Mais ça se voit plus hein, dans la forêt comparé à quelque chose qui est vraiment camo, quoi. Est-ce qu'elle est là, ma duplex? Ben non, elle est bien rangée à sa place, hein, comme chez un pro. Voilà, c'est le tissu camouflage qui brille un peu, on est d'accord, hein, mais il est quand même beaucoup plus calme. On voit un peu hein, des feuillages comme ça. C'est vraiment plus discret ça, que ça, hein. On est tous d'accord? Ok. Zipax, please. Bring back camo. Cette tente, c'est une monoparoi en Dyneema de chez Zipax. Vous trouvez le lien en bas. Est-ce que je la recommande, cette Plex Solo? La duplex, j'en ai déjà fait une revue, mais à fond. Et puis, chaque fois que vous pouvez trouver, par exemple, sur la Gearlist de l'année passée, où j'étais parti avec la duplex, voilà, mon compte rendu de nouveau, après encore une année avec la duplex, je la recommande, vraiment. C'est le top, c'est vraiment la classe, elle est géniale cette duplex. Vous avez une place, vous pouvez vous changer dedans en étant tout seul, hein. Et puis elle fait 700 grammes avec les sardines et tout. Ça se monte avec les bâtons, hein. Donc le poids des bâtons n'est pas compté dans les 700 grammes. Puisque vous avez de toute façon vos bâtons avec vous. Donc voilà, il faudrait rajouter le poids des bâtons, mais bon, moi je ne le fais pas. Et puis ici, on a une tente qui fait 400 grammes avec son sac, comme ça, plus 110 grammes ici. Donc on est à 510 grammes pour le système de couchage, une place. C'est un peu plus petit, c'est un petit peu plus de fil à monter, de filin, parce qu'elle se monte avec un seul bâton. Mais j'ai décidé de finalement, j'ai eu de la peine, hein, j'ai eu de la peine à la prendre parce que je rajoutais déjà pas mal de poids avec différents articles sur cette randonnée vu les conditions et les milieux dans lesquels je vais. Donc on va partir avec cette tente-là et puis on va s'adapter. Voilà, puis ça ira très bien, ce sera la classe. Est-ce que je peux la recommander? J'en parlerai pendant le T-City. Ça veut dire que cette année, je vais un petit peu changer. J'ai pris un système avec un nouveau micro qui me permet de brancher ça sur mon smartphone, de faire des vidéos, de les éditer sur le chemin, de vous faire des lives avec un bon son et plein de choses comme ça, c'est la classe. Je pourrais faire des comptes rendus de l'attente, de différentes choses, de l'avance, des aventures, de tout ce qui s'est passé. Et je me réjouis beaucoup de vous offrir ça et de prendre le temps de le faire. J'ai le temps, hein, je fais 1800 kills, donc c'est 3 mois, on va dire en gros, de 20 juin. Je pars le 20 juin, dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc tip top. Ici, j'ai un petit sac avec les sardines et j'ai un gros mix cette année. J'ai des sardines pour les mâts, les tensions clés un tout petit peu plus larges. J'ai les DAC, hein, toujours, vous avez une super vidéo sur les sardines. Comment choisir des bonnes sardines où tu peux royer dessus, comme on dit par ici, avec un caillou pour les enfoncer dans les terrains alpins. Pas ces espèces de merdouilles comme font Zipax en aluminium ou même si avec un doigt, tu arrives à les plier en les enfonçant. Mais ça, c'est juste les petites sardines d'appoint, juste un petit peu pour les tendeurs qui ne tiennent pas la structure de la tente, mais qui sont pour faire un tout petit peu plus d'espace dans l'habitacle en fait. Donc il y a une petite panoplie, ça en fait 10 en tout, si on veut vraiment monter tous les filins de la Plex Solo. Voilà, 110 grammes pour ce petit set. Les amis, on n'a fait que la moitié, vous êtes prêts? Courage, hein? Courage, allez! On va basculer dans ce qui est un petit peu plus technique et cuisine et toutes ces choses-là. C'est pas celui-là que je vais prendre.
Mais cette année, je prends un chargeur solaire. Celui-là, c'est un 15 watts de chez Anker, le PowerPort Solar Light. Ce n'est pas celui-là que je prends, je l'ai juste mis là. C'est parce que sinon, j'allais oublier de vous en parler si quelque chose n'est pas sur la table. Celui que je vais prendre, c'est une version, c'est une chinoiserie, 10 watts. 10 watts théorique, donc ça va être, je pense, 6 watts, 6, 7 watts maximum en plein midi, plein soleillement, bien perpendiculaire, en pause, quand vous orientez. Là, peut-être il y aura, allez, peut-être 7 watts si on est très optimiste, mais je me calque sur 6 watts. C'est peu, mais ça permet de donner un petit peu à ma power bank que je prends, et puis de pallier un petit peu à certains problèmes. Cette année, juste pour expliquer de nouveau à tout le monde, les personnes qui ne sont pas au courant, sur le Trans-Caucasian Trail, il y a une bonne partie qui n'est pas balisée, qui est en version bêta, et je pars là-bas comme testeur, en fait, comme cobaye, pour tester ce nouveau tracé. On a une trace GPS, mais c'est dans des milieux, si on veut, où on passe comme on peut, et puis ça change au point de vue des saisons, des années. Donc ils nous ont bien dit, voilà, vous avez une trace, mais nous c'est parce qu'on avait dit, bon ben voilà, avec ce torrent-là, là on passe pas, il faut qu'on fasse ce détour-là. Ça reste de l'observation de terrain, il faut faire de la navigation, il faut prendre un petit peu des azimuts et des choses comme ça, et puis se débrouiller sur le terrain en fonction des dangers, et puis pas suivre bêtement la trace GPS. Ça veut dire que je vais être beaucoup en utilisation de la carto dans pas mal d'endroits, et je n'ai pas de balise de détresse, de balise SOS qui fonctionne satellite. J'ai la carto qui est préchargée, hein, donc le GPS de mon smartphone, lui, il va fonctionner aussi avec les satellites. On peut être en mode avion, mais utiliser le système de cartographie si la carte a été préchargée auparavant. Donc, ça va pomper des batteries. Donc, j'ai besoin des batteries pour savoir où je suis, parce que si je suis paumé dans les endroits là où je vais, c'est des steppes, ou c'est des forêts, ou c'est des montagnes, et il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de balisage, il n'y a pas de panneaux, il n'y a même pas de sentier parfois. Ça veut dire qu'on est dans des milieux vierges, et il faut faire son tracé et trouver, et dire, ben, je vais passer là-haut, ah non, ça passe pas, revenir, machin, mince, là il y a un torrent, ça passe pas non plus. Enfin, on peut perdre du temps, et puis on cherche, on veut savoir où on est sur la carte. Une 20 000, c'est normalement OK, mais ça peut poser un certain problème suivant les milieux et là où on est. Enfin, voilà. De toute manière, c'est sûr que même avec un panneau solaire, il faut faire gaffe, parce que c'est des choses qui rechargent très gentiment la power bank. On ne branche pas un smartphone directement sur un panneau solaire, hein. S'il y a trop de variations de tension, et puis ça peut abîmer votre batterie. Donc on le fait sur une power bank externe pour ensuite recharger le smartphone. Avec 20 000, normalement, ça a toujours largement passé, mais vu les conditions spéciales, et puis que c'est de cette chose que va dépendre ma vie, suivant les endroits, il faut que je puisse être sûr que j'ai toujours du jus un petit peu, et puis qu'en situation de problème, de détresse, si j'ai plus de jus, que je puisse quand même un petit peu charger. Il fait 130, je ne l'ai pas là, parce qu'il est en commande, il est en train d'arriver, il fait 130 grammes, ce petit machin, 130-140 grammes, je vous dirai le poids final sur la liste. Sur la gear list d'ailleurs, hein, si tout à coup je venais à rajouter un petit truc juste avant de partir, il y sera. La liste gear list 2022 du Trans-Caucasian Trail est complètement actualisée, et c'est vraiment ce que j'ai avec moi sur le moment. Ensuite, j'ai une petite boussole et thermomètre. D'ailleurs, on voit que il fait assez chaud, il fait quasiment 30 degrés ici, je suis sous les toits. Et puis une boussole, c'est nouveau que je prenne ça cette année. Normalement, j'avais pas de boussole parce que j'ai pas besoin, mais si jamais vraiment le smartphone venait à se louper, j'aurais une conscience, puis je prendrais des azimuts régulièrement pour me dire, ok, c'est là-bas que je dois aller, et puis contrôler, et puis être sûr on va dire de direction générale, pas juste le nez dans le GPS et puis juste suivre, parce que ça demande un petit peu trop. Alors c'est pas une super boussole pour faire la visée avec le miroir et tout, mais ça permet disons, de m'orienter, mais toujours en ayant conscience. Il faudra bien que je prépare ça, des dernières visualisations de cartes, puis
régulièrement aller voir plus grand pour savoir un peu où je dois tirer, quoi, pour si jamais j'ai une perte de smartphone ou une casse, hein, de quand même pouvoir rejoindre ou aller dans la bonne direction de la civilisation. Avec tout l'électronique, ben voilà, j'ai des câbles différents, des câbles rapides, des câbles que data, des adaptateurs micro USB, USB-C, j'en ai un petit peu plus parce que je pars avec cette année un chargeur un peu plus costaud avec 2 sorties. Celui-là, c'est un chargeur qui fait 65 watts pour 110 grammes, hein, il fait 110 grammes ce chargeur-là, et il fait 65 watts si je prends une seule des sorties, ce qui veut dire que dans le smartphone ou la powerbank, ça envoie, hein, 65. De toute façon, ils n'arriveront jamais à accepter autant que ça, mais surtout parce que le smartphone, il est maximum 45 watts. Si j'utilise les 2 sorties d'un coup, ça fait 45 watts sur la première et 18 sur la deuxième. Donc c'est super, ça reste du full charge, mais 2 à la fois. Ça, c'est parce que je suis de nouveau dans des milieux où j'ai besoin de recharger pas mal de choses, que je fais de la vidéo, que cette année, je pars avec soit le A7 IV, soit le A7S III. Je ne me suis pas encore décidé, ça ne change rien du tout pour vous si on veut, parce que ça reste exactement le même body, on va dire, et le même poids d'appareil. C'est juste des fonctions, un qui a accès un tout petit peu plus polyvalent et l'autre qui a accès que vidéo pro. Mais je ne pars pas avec le A7C, donc il y aura une consommation de batterie qui sera un peu plus grande. Je pars normalement qu'avec une batterie, il faudra que je fasse avec, mais je vais devoir, je pense de temps en temps, fin de journée, pousser pour pouvoir finir la journée avec la powerbank. Donc, de nouveau, c'est bien si je peux, quand j'arrive, recharger tout à fond plus rapidement. Parfois dans un petit village. Normalement, je me contentais d'attendre 5 jours, puis d'arriver dans quelque chose un hôtel ou une chambre ou un truc comme ça. Là, je vais devoir peut-être jongler un petit peu plus. Donc, un peu plus lourd de nouveau. Toujours un petit peu dans l'électronique. Mon trépied, il s'agit du Ultrapod numéro 2. C'est la version ultralight, machin. C'est pas très lourd. Dessus, toujours le système Falcam qu'on retrouve sur la bretelle. Donc j'ai 2 clips. Ça veut dire que l'appareil photo, j'ai mon trépied qui est ici. J'ai l'appareil photo qui est là. Je sors le trépied, je clip ici, donc je déclipe de la bretelle, je clip là, et puis ben, j'ai mon machin qui est prêt à opérer. C'est super. Il a ici un velcro, un système de velcro, donc je replie ça, et puis je peux par exemple velcroter autour d'une branche, d'un tronc, d'une barrière, d'une chose comme ça, parce que j'ai pas de vrai trépied, on va dire, plus conséquent. Donc c'est un système que j'apprécie bien, qui est polyvalent, simple, avec des sécus. Voilà. Moi, j'aime vraiment bien celui-là. Les plaques sont assez fines aussi. Elles sont assez fines sur la caméra, donc c'est super à travailler, en tout cas. Voilà. Rapide et relativement léger. De nouveau, les grammes s'affichent, blablabla. Vous, si jamais ça ne s'affiche pas parce que je n'ai pas eu le temps ou que j'ai oublié, vous les trouvez dans la Gearlist Lighter Pack qui est dans la description. Appareil photo. Alors, c'est un appareil photo, une caméra plein format de chez Sony. A7 IV, je pensais partir avec celui-là parce qu'il intègre aussi tout le module photo à 50 mégapixels, mais du coup, on le paye dans les basses lumières. C'est un tout petit peu moins bon que l'A7S III qui est vraiment axé vidéo pro et puis qui peut avoir par exemple des vitesses de ralenti supérieures, voilà, différentes. Il y a un peu des différences, des plus, des moins, enfin voilà. Je pars de toute façon avec un de ces 2 appareils et non pas le A7C comme l'année passée. Et puis, je prends ici un 24 mm fixe, focale fixe. C'est le modèle G en pancake de chez Sony qui est sorti l'année passée. Très bonne qualité, très chouette. Il ouvre à 2.8 constant si on le souhaite. Il y a un bouton de réglage qu'on peut assigner des choses, autofocus. Voilà. C'est donc un objectif qui est prévu pour le plein format, sur lequel est monté un filtre
un filtre ND, donc de densité neutre. Il s'agit de la version qui a encore le filtre Mist, la deuxième édition, qui donne un petit côté que j'ai bien aimé. C'est le même que j'ai utilisé l'année passée, et puis j'ai bien aimé ça. Moi j'ai trouvé cool, donc je prends celui-là. Dessus il y a une bague de réduction parce qu'il est un tout petit peu trop grand pour cet appareil-là. Ensuite, nouveau micro cette année, il s'agit du Videomic Go 2 qui vient de sortir, qui est un micro à forte directivité, plus que l'autre, le petit que j'avais l'année passée, qui est un petit peu plus lourd, qui est monté sur un autre style de shock mount double et qui a la particularité de fonctionner sans pile également, mais avec une bonne directivité. C'est un joli son, il est vraiment chouette, il est plus chaud, plus rond, il est entre, je dirais, le Videomic NT-G que j'ai et le Vidéo Micro, le tout petit, entre les deux. Et il a une sortie USB-C et ça c'est génial parce que ça veut dire que je le branche sur le smartphone directement. Donc je peux faire des belles vidéos avec le micro qui est vraiment anti-vent, bonnette, machin, tout. Superbe son, mais avec le smartphone pour vous faire des lives ou des petites vidéos, des petits montages, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment génial, ça c'est vraiment top, top, top. Donc il est reconnu comme un micro externe par mon smartphone, c'est vraiment génial. Et le son est là. Et puis du coup, quand vous faites ça, que vous branchez, ça me passionne, l'USB-C sur le smartphone, l'autre sortie mini jack qui est là, elle devient une prise casque. Donc en plus, vous avez la capacité d'avoir une prise casque avec les... Ah bah tiens, j'ai oublié ça. Avec les petits écouteurs qui sont ici et puis de pouvoir vraiment monitorer en fait votre son pour être sûr qu'il n'y a pas de saturation, que tout va bien. Donc c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est génial, c'est super poupère. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La Nitecore NU25, rechargeable, étanche comparé au Petzl, donc c'est pour ça que je reprends celle-là, tout bien, rouge, blanc, clignoteur. Ma petite guimbarde vietnamienne, elle est trop chou, je la prends toujours et je la prends encore parce que c'est vraiment top. Ça fait du bien, des fois, quand tu es tout seul depuis une semaine, 8 jours, 9 jours, sans voir personne, d'avoir un petit peu quelque chose, puis de jouer, puis se faire plaisir. On peut chanter dedans. Rien qu'avec la voix, en chantant, puis la vibration de l'air, ça met en vibration. Elle est très, 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 très fine. Je vais vous la montrer ici, pour les personnes qui s'y intéressent. Ça fait aussi partie de la Gearlist. Attends, voilà. Voilà. Elle est très, très fine. C'est vraiment super fin comme... C'est un cadeau que m'avait fait une très jolie fille en voyage à l'époque. Alors, ça, et puis, ça c'est joli, hein. J'ai plein de gris-gris. Cette année, il y a des ours, il y a des tas de trucs. C'est mon petit Maxime, mon fiston, qui a lui-même perlé ce petit porte-clés. Je le prends avec moi, ça pèse vraiment rien, hein. Et puis, si j'ai des moments où ce sera un peu dur, où il faut s'accrocher, je le prendrai dans ma main, puis ça m'aidera un peu. Voilà. Ça, c'est les cartes simplement, hein, des petites boîtes avec les cartes ici. Et puis, j'ai en tout, c'est tout des cartes de 256 Go et une carte de 256 Go avec les réglages de l'appareil me fait 10 heures. Donc, j'ai 50 heures de vidéo. C'est pas assez. C'est pas assez, 50 heures de vidéo. Ça veut dire qu'il y a un moment... Bon, il y a des jours où je vais pas tellement filmer, même en randonnant, mais il y a parfois, je sais, quand je filme beaucoup, puis il y a des trucs que je vais faire aussi dans les villages, avec la danse, avec la cuisine, avec des ambiances, avec pas seulement juste de la rando puis du blabla. Tout à coup, c'est 1h30 quoi, dans la journée qui part. Donc voilà, je verrai, et puis si jamais je vois que j'arrive un peu à court, quand je suis à Yerevan, j'en rachète une ou deux, et puis j'en renvoie d'autres. Enfin voilà, il faudra que je vois un petit peu.
Là, un petit sac ici en Dyneema, tout con, c'est pour mettre les petites choses justement. Ici, une petite pochette tout simplement avec des lunettes de soleil catégorie 4 pour la neige, les névés et puis les zones de très haute altitude. Ou inversement, lorsque je randonne, ben, je mets dedans mes lunettes de vue. Cette année, je pense partir avec cette petite pochette, qui est une petite pochette en coton que j'avais déjà en 1996 au Népal, qui est bien rafistolée, mais qui permet d'embarquer passeport, voyage et tout, etc. Je vous explique pourquoi je prends ça. Normalement, j'ai seulement ma petite pochette en Dyneema, comme celle-là, avec dedans carte d'identité, et puis du cash, les cartes de crédit, des choses comme ça. Le problème, c'est que je vais dans un milieu où tout à coup, pendant un mois, je ne vais plus pouvoir retirer de l'argent. Et c'est un peu problématique parce que je dois avoir tout en cash sur moi, quoi. Enfin, il n'y a pas des distributeurs partout, ça se paye en cash. En plus, c'est souvent des petits montants, des petites coupures, donc on fait des gros paquets. C'est un peu problématique. Aussi, quand j'arrive dans un village, je ne connais pas encore tout de suite les gens, tu laisses du cash dans ta chambre. Ouais, voilà, faut se gaffer quand même. Et puis voilà. Cette CAC, là, le passeport suisse, je pense que je vais lui couper des pages, là, les dernières pages, parce que de toute façon, il est valable encore 6 mois, quoi. Je vais virer ces pages-là pour essayer d'alléger. Ça m'embête de prendre un passeport, c'est lourd, c'est chiant. C'est bien quand on est en Europe, hein, juste la carte d'identité. Voilà. Ensuite, on bascule dans on a fait un peu l'électronique, on va basculer dans le sanitaire, médical et compagnie et réparation. J'ai un petit ziploc ici avec différentes choses. Il y a du tape, il y a du tape Dyneema, du scotch Dyneema. J'en ai pas mal, j'en ai je crois 3 mètres. Parce que ça, c'est génial. Pour réparer mon sac en Illofium, pour réparer ma tente, pour réparer enfin, voilà, une veste de pluie. Si on fait une grosse lardasse avec un fil de fer barbelé, vous êtes un peu embêté. Hein, vous mettez du scotch, mais ça ne tient pas. Vous mettez du scotch Dyneema, ça ne bouge plus et c'est étanche. C'est génial. Ici, j'ai du duct tape avec à l'intérieur mon aiguille à coudre de réparation. Elle est entre les deux couches, si on veut, de papier d'autocollant. C'est un bon moyen de la transporter sans percer partout. J'ai comment il s'appelle celui-là? Tenacious tape. Ça, c'est un truc qui est encore plus fort que le duct tape, qui est vraiment un truc qui fusionne la colle et puis qui est vraiment génial. Alors ça, j'en ai quand même pas mal. Ça, c'est du tenacious tape. Ça peut vous réparer des godasses, quoi, par exemple, s'il y avait un problème. Ici, c'est tout le scotch Dyneema. J'en ai quand même pas mal. Et puis, il y a bien sûr les traditionnels patchs pour le matelas gonflable. J'ai donc du fil nylon, j'ai du fil de couture en polyester très costaud et en nylon, et j'ai du fil de lin poissé pour réparer plutôt des choses sur le sac à dos, des attaches, des machins vraiment costaud. Et puis j'ai une petite colle super glue pour, je sais pas, une semelle qui se décolle. Voilà, dans le kit réparation, c'est à peu près tout. Ici, je prends toujours, c'est du consommable aussi, mais c'est les patchs de scotch médical, hein, donc élastique pour se taper. Moi, principalement, c'est le tendon d'Achille. Donc, des fois, je dois un petit peu l'aider, lui mettre un soutien. C'est juste un petit soutien, qu'il ne prenne pas tout dans la gueule tout seul. Je sais qu'à gauche, j'ai parfois un petit peu de soucis. Ça peut m'aider, ça peut être sympa. Je ne sais pas très bien taper, mais j'ai su l'année passée pour que ça m'aide et puis que ça me fasse ce passage, cette bascule pour liquider mon aponevrosite plantaire. Donc c'était réussi. Et tendon. Ici, un petit couteau, le mini couteau suisse, hein, c'est la version tout petite. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est pas vraiment la petite lame, c'est pas vraiment la lime, mais c'est celui-là. Et ce petit ciseau, je pense que c'est la pièce
de bricolage la plus utilisée de tout mon set, quoi. Je n'arrête pas pour du scotch, pour du machin, des trucs, etc. Je prends avec moi ce scotch 3M qui est, à mon avis, le meilleur. C'est celui vraiment qui est mat, très fin, respirant, couleur peau, qui se moule bien à la peau. C'est pas du tout comment il s'appelle là, celui que j'utilisais un temps, mais bref, il laisse pas de traces de colle. Tu n'en as pas partout dans les chaussettes après, puis tu deviens fou, et puis etc. Il est top, c'est super fin, c'est presque préventif, ou si vous faites 2 tours, ça aide vraiment pour une cloque ou quelque chose comme ça. C'est génial, ça c'est super chouette. Et puis ben, du coup, je peux bien le découper avec le ciseau, enfin, voilà. Les ciseaux, là, les petits ciseaux, c'est vraiment redoutable. Il y a un petit cure-dent, voilà, c'est vraiment tout con, mais j'aime beaucoup ce petit couteau-là. Ensuite, ben, toujours dans tout ce qui est médical, voilà, j'ai ici une plaque de bande gaz qui est graissée. Elle me permet de faire des patchs qui ne vont pas coller sur des blessures où on ne veut pas arracher après. Hein. Donc c'est c'est un grand patch comme ça. J'ai un peu plus cette année, hein, de nouveau, parce que je vais dans des milieux où je suis éloigné. Je suis très éloigné de la civilisation, je n'ai pas de balise et puis je peux me retrouver dans des situations un peu plus cossues où je peux moins appliquer le truc que je disais dans les Alpes. Bon, ben, tu te fais un plus gros bobo, et ben, tu descends vers la civilisation. Puis ben, là, il faut marcher 5 jours, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu plus. J'ai j'ai un ninja, j'ai un autre ici gros avec un grand pansement fermé, j'ai quelques patchs, pansements à découper plus petits, j'ai des Steri-Strip pour stripper vraiment une grosse lardasse pour pouvoir la refermer. Ne pouvant pas recoudre, ce serait une possibilité. Il y a aussi la super glue hein, qui peut parfois faire l'affaire après lavage et vraiment, etc. J'ai voilà, différents patchs. Ah non, j'en ai 2. Ah non, ça c'est un patch chauffant musculaire pour si vraiment j'avais un petit problème. J'ai encore ici de la bande de gaz et une version imprégnée qui ne colle pas. Voilà, disons un peu plus que d'habitude pour pouvoir faire de la bobologie un tout petit peu plus sérieuse, mais bon, voilà. Après, il y a aussi un moment où, bon, voilà. Qui va avec ça, on va dire, avec les pansements, on va y arriver après, mais j'ai une bande, simplement ici, hein, qui est entre guillemets, agrippante, collante, qui me permet de faire 2 fois le tour de la cuisse. Ça, c'est la truc. Avec de la bétadine comme désinfectant, avec l'éosine, qui est différente quand même dans l'utilisation, qui sèche plus, qui est moins grasse, on va dire, avec ici un truc qui permet d'isoler un petit doigt de pied, par exemple, des choses comme ça, quand il y a des cloques trop embêtantes ou qu'il y a vraiment une gêne. Voilà, ça permet de bien englober un doigt, etc. Une épingle de nourrice de sûreté, comme pour les enfants, si on veut, avec une sécurité ici. Ça veut dire que si vous déclippez, vous pouvez enlever la grosse pique, et puis clic, vous repoussez, et puis on ne peut pas le ressortir. C'est pas mal pour, par exemple, mettre les chaussettes à sécher sur le sac, pour être sûr qu'on ne les perde pas. Un truc pour les yeux, là, vous savez, pour les gouttes pour les yeux, en cas de souci. Et puis une lime à ongles qui me permet j'ai pas de coupe-ongles, ça me permet d'entretenir bien doigts des pieds pour pas avoir de problème avec les chaussures et tout ça. Ici, j'ai un petit paquet avec des antidouleurs, des antihistaminiques, des antidouleurs plus forts que juste le paracétamol type Minalgine et compagnie, des dafalgans, donc ibuprofène aussi, et puis j'ai surtout un truc très important pour moi qui s'appelle le Sirdalud. C'est un médicament à base de morphine
Donc c'est très violent, hein, c'est un truc sur ordonnance et tout ça. C'est pas pour me péter dans les montagnes, c'est pour en cas de rupture de mon hernie discale, qui est assez forte, elle est incapacitante. Ça veut dire que j'ai les jambes qui peuvent lâcher complètement, pendant un moment en tout cas, et puis c'est des douleurs où vous êtes à quatre pattes, quoi. Vous ne pouvez vraiment plus, vous pouvez plus rien faire, quoi. Et grâce au Cire-d'Allude, ça peut me permettre de me sortir d'une situation qui peut être très dangereuse en montagne. Ici, je suis à 4 jours tout seul, 4 jours de marche de n'importe quel village, de simplement pouvoir y aller. Parce que sinon, si ça se déclenche, j'ai toujours ça avec moi au cas où. Voilà. Ensuite, dans toujours les petites choses, simplement du baume du tigre, tout ce qu'il y a de plus simple, le rouge, bien fort. Ça, je consomme, hein, en tout cas, avec voilà, tout ce qui est un petit peu échauffement, fatigue de tendons, musculaires, etc. C'est vraiment top. Ma super balle qui m'a sauvé la vie l'année passée, c'est une 5 cm, c'est une balle en liège. Je la roule sous le pied, en fait, sous la plante des pieds. Et puis ça m'aide vraiment à assouplir. Enfin, moi, je recommande pour les personnes qui ont des problèmes, c'est vraiment top, c'est vraiment super. Un truc à tout faire, plutôt d'avoir plein de petites crèmes, j'ai pris le baume des vallées, c'est un baume réparateur mains, pieds, corps, des Alpes françaises cette fois. Huile de coco, jojoba, beurre de cacao, noyau d'abricot, karité, huiles essentielles de lavande, romarin, sauge, gotheri et tea tree. Le tout dans un petit package comme ça, c'est un peu gras, mais c'est bien, c'est chouette. Je l'aime bien, ça sent bon, ça fait tout. Et puis, c'est dans une petite boîte en alu super léger. En fait, c'est pas trop... C'est vraiment pas trop lourd. Puis je sais que moi, je fais beaucoup de massages. J'y vais, tac, protéger la peau. Par exemple, les pieds, la corde, les craquelures. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font du bien. Les cuisses, les mollets, quand ça tire. Ça me permettra de me protéger, de me soigner un peu. C'est de l'entretien. L'année passée, j'ai vraiment découvert ça, quoi. Voilà. Sinon, moi, j'y vais, j'allais, puis je ne pensais pas trop à mon corps. Et là, je l'entretiens, et puis ça a changé tout, quoi, vraiment. Ici, j'ai ma version d'un éventuellement bidet, douche portable, etc. C'est juste comment dire, le truc pour pouvoir gicler. Ça peut aider aussi, si on a peu d'eau, pour pouvoir nettoyer une plaie. Parce qu'ici, il est affiné, en fait, le goulot. Et puis, ça permet de simplement pouvoir faire un jet, hein, en pompant sur la truc, puis pouvoir un petit peu donner de la pression dans une plaie pour la nettoyer, par exemple. Donc, c'est un petit truc que je prends avec moi, qui est connu, hein, des trail hikers aussi, et puis qui est pratique. Ensuite, j'ai toujours mes fameuses trucs d'oreilles de travail, hein, de travailleurs. Donc ça, c'est plutôt que de prendre des boules caisses, je prends ça parce que c'est une espèce de silicone, on va dire, quelque chose comme ça. Et puis ça me permet de bien dormir quand il y a des orages, de la pluie sur le Dyneema, hein, ça fait comme ça fait vraiment des tambourinages, du vent toute la nuit. Chloup, puis ça, alors vraiment n'entend plus rien. C'est une zone à ours, donc je pense pas que je vais porter ça tout le temps. En tout cas, les premières nuits, ça va être compliqué, quoi. Ici, j'ai une nouveauté aussi, c'est du Micropur fort. Donc, c'est un traitement désinfection de l'eau. Pourquoi? Parce que les filtres type Katadyn, Sawyer et compagnie, il ne filtre que les bactéries, il ne filtre pas les virus. Je suis dans un milieu où il y a des difficultés avec l'eau, où je vais devoir porter beaucoup plus d'eau que d'habitude. Normalement, moi j'ai 1 litre, et puis dans nos Alpes, là, tranquille, 1 litre, et puis je prends un petit peu, il y a de l'eau tout le temps, je bois beaucoup dès que je trouve de l'eau, je remplis, je compense un petit peu, mais vraiment, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Là-bas, parfois, je vais devoir porter jusqu'à 6 litres d'eau, parce qu'il y a des problèmes de source, tout peut être à sec, parce que c'est des températures extrêmes,
crème. Et voilà, tout ne sera pas la même chose. Et puis, il y a aussi la possibilité parfois de tomber sur une source qui est tarie où il peut y avoir un bassin et vous n'avez plus que ça. Et vraiment, il vous faut boire, vous êtes en état critique. Et puis, ça arrive dans les true hikes qu'on se retrouve à boire des trucs dans des mangeoires, des abreuvoirs à bétail. Il peut y avoir une souris crevée dedans, enfin, des trucs comme ça. Il peut y avoir donc la Giardia des virus. Les virus ne sont donc pas filtrés par nos filtres. Donc, il n'y a que le micropur et la version forte. Si vous voulez aller jusqu'au virus Giardia, il faut laisser 2 heures. Et puis pour la majorité des microbes, des choses, des petits animaux, des bordels, des bactéries et compagnie, après une demi-heure, c'est bon, mais on peut laisser plus 1 heure ou plus si vraiment c'est dégueulasse. Je vais vous parler après, en arrivant là, je peux le faire maintenant en fait. J'avais pris, normalement j'avais un petit torchon comme ça de Dry Light qui était un peu plus épais de chez Sea2 Summit. Puis j'avais une toute petite surface parce qu'elle l'épongeait vraiment bien pour la tente ou pour le corps, qui me sert comme micro-linge de bain si on veut. Cette année, je prends le Airlight que j'avais moins aimé parce que je trouvais qu'il pompait moins. Puis finalement, il fallait plus de surface pour le même ramassage d'eau, on va dire. Tellement c'est fin et léger, c'est super. Mais cette année, j'ai décidé de prendre celui-là pour différentes raisons. La première, c'est que ça peut aussi me faire une espèce de mini-écharpe, bandana, etc. Et que ça me permet de faire aussi un filtre. Ça veut dire qu'on vraiment on a de l'eau qui est dégueulasse avec des grosses particules dedans. On peut d'abord la passer dans un truc comme ça, ce qui fait une pré-filtration. Ensuite, enlever les bactéries pour encore avoir moins d'impuretés, puis finir par un micropur pour vraiment tuer les virus si c'est une eau horrible, quoi. Donc il y aura un traitement qui est possible suivant les zones en 3 phases. C'est juste des trucs pour avoir de quoi faire au cas où on a vraiment une eau qui est saumâtre et vraiment pas reluisante, mais qu'on en a besoin. Voilà, tout simplement. Donc c'est une possibilité. Et puis sinon, ça remplace juste en poids, mais en plus grande taille. Ça remplace mon tissu linge pour linge de plage, vous voyez, serviette de bain, comme vous dites en France. Et puis, j'ai une petite boîte en aluminium que j'ai dû racheter. Elle est toute neuve celle-là, mais elle est pas mal. C'est savon du Midi. Elle fait 15 grammes. J'ai testé avec les Ziploc. J'aime pas. Ça me gonfle. Quand tu es là, tu es dans un hôtel ou une lodge ou un truc comme ça, tu as ton Ziploc, il y a tout, tu en as partout, ça colle après dedans. En fait. Là, tu mets ton truc mouillé, tu le refermes, c'est quand même un peu respirant. C'est un peu plus clean, j'aime bien. Voilà. Moi, j'adore ça. Hop. Et puis un gant de toilette, toujours le même, que j'avais fait en microfibre. C'est juste une pâte microfibre vulgaire de nettoyage, repliée sur elle-même. Le gant de toilette favorise l'hygiène parce qu'on a aussi moins froid suivant dans quel milieu on est. Ça économise le savon, parce que le savon, ça se bouffe vraiment super vite, vu que je fais la vaisselle, la lessive et les soins corporels avec ce même savon. Et puis, c'est un peu plus facile qu'à grande eau, suivant la température extérieure et tout ça. Et puis, tout va dedans, surtout. Le savon, le patch, là, tout rentre ici dedans. Tac, tac. J'ai quelques lingettes bébé humides dans un Ziploc, pas 36 000, c'est quelques-unes pour les situations où vraiment il n'y a pas assez d'eau, puis qu'il faut vraiment la garder pour boire. On peut quand même un peu se dégreber, puis ça fait du bien des fois, intimement. On est content. Là, ensuite, ici, c'est un petit Ziploc hygiène buccale, dentifrice, brosse à dents recoupée et du fil dentaire.
Mon fidèle filtre BeFree, alors c'est toujours la même pochette ici de 1 litre, hein, elle est vraiment vieille là. Par contre le filtre ici, la tête est neuve. Ils vieillissent pas très bien, hein. Franchement les Katadyn BeFree ils ont un débit de fou. Mais je trouve que ça ne vieillit pas très bien. Le débit, même si on les lave, si on fait tout ce qui est recommandé au bout d'un moment donné, voilà. Bon, il faut juste être patient, mais là je prends un 9 pour repartir et ça fait du bien. Ensuite, j'ai dû apporter avec moi, en plus de mes 2 bouteilles PET de 1 litre, donc ça me fait 1 litre dans le BeFree, plus 2 litres dans les bouteilles qui sont sur les côtés que je peux prendre avec moi. Ça me fait donc 3 litres, 4 et 5 avec la Platypus. C'est une poche de 2 litres. C'est connu, hein, Platypus. Voilà, avec un goulot standard. Rien de spécial à dire. C'est juste un portage d'eau en plus dont j'aurais besoin absolument sur certaines sections avec 5 litres. Donc les amis, pour les ultra légers, ça fait 5 kilos d'eau à prendre en plus de la bouffe et du tout, etc. Donc cette année, il y a des moments où je vais être lourd, vraiment lourd, quoi. Enfin, à mon goût. Voilà. PET standard, comme j'ai toujours fait. Et pour moi, il n'y a rien de mieux. Ensuite, le set cuisine. Alors, j'ai toujours mon Opinel numéro 7, une cuillère recoupée toute simple en titanium. Dans un petit sac Dyneema, j'ai ma popote. Il s'agit de la Taux version light, hein, parce qu'il y a différentes versions. C'est une 700 ml, donc elle est plutôt large, entre guillemets, et peu haute. Je préfère ça pour avoir plus de place pour travailler, pour avoir plus de place pour cuire les choses, pour voir, pour accéder, pour couper, pour avoir des morceaux, plutôt que quelque chose qui est très long. Je préfère nettement ça. Et puis en plus, à mon avis, c'est une meilleure répartition de la flamme du réchaud là-dessous, pour pouvoir bien lécher plus, circuler sous avant de remonter. On peut quand même en version light, parce qu'elle est light, hein, elle fait 80 grammes, la popote. On peut quand même la mettre dans le feu. D'ailleurs, je le fais régulièrement. Il n'y a pas de problème, hein, on voit bien, elle est bien. Allez, prends-le, voilà. Elle est bien noire. Et puis à l'intérieur, tout bien rangé, j'ai une petite pâte de relavage, on va dire, pour essuyer, voilà, la vaisselle et compagnie. Mon petit réchaud qui vient toujours avec moi, le BRS 3000, donc c'est un réchaud à gaz, de nouveau en titane, tout petit, tout cool, il va toujours bien, hein, j'ai pas de problème, il fonctionne. Ça fait la 3e saison maintenant, il me suit partout. Il y a ensuite un 2e réchaud que je prends avec moi. C'est un réchaud Taux à alcool. Il fait 20 grammes, donc ça fait 20 grammes supplémentaires. Il ne permet pas de poser directement la casserole dessus, par contre. Il faut le surélever, donc 3 cailloux, boum boum, et puis c'est bon, on se débrouille. Je ne vais pas prendre les parois qui vont autour. Je pourrais, c'est vrai, faire un petit réchaud alcool avec les canettes, là, les versions ultralight, où on peut poser la popote directement dessus parce que les flammes sortent depuis le côté. Mais j'aime bien celui-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de ranger mon petit réchaud dans le petit réchaud et puis que le tout se auto-protège et qu'il y a moins de place qui est perdue comme ça et que le tout va dans la popote avec le briquet. Avec une tasse 56 grammes, la Lixada Titanium 300 ml, parce que j'en avais plein le cul, des tasses fold go, machin, en silicone, qui donnent un goût, etc. J'en ai marre, j'aime bien les trucs, les godets corrects, en titane. C'est un truc sur lequel je ne reviendrai pas en arrière. Tout ça rentre ensemble. Une toute petite étoupe, il y en a 3 grammes, c'est de l'étoupe en acier inox qui permet de laver correctement avec de l'eau, sans vraiment même besoin de savon. Surtout c'est hygiénique, ça permet aussi de ne pas stocker de l'eau
quand vous partez, et puis c'est nettement plus hygiénique que les éponges qui stockent des bactéries, après ça pue, ça c'est inerte, vous rincez à l'eau et puis il n'y a plus rien, ça ne garde pas la nourriture ni les bactéries à l'intérieur, ça sèche plus vite, c'est tip top, et puis ça me cale la tasse là-dedans. Je le mets là sur le côté et puis du coup ça permet que la tasse ne fasse pas gling 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 dedans. Mais il y a encore un truc, c'est que là-dedans j'ai la feuille aluminium, hein, elle est noire, elle est plus épaisse, elle est noire parce qu'on trouve ça dans les théâtres en fait pour corriger le flux des projecteurs. Et puis ça en a un bon gros bout qui me permet de bien emballer, faire coupe-vent simplement. Ça change la donne par rapport à la consommation de gaz et puis en fait, qui se range bien là-dedans, ce poids supplémentaire permet d'économiser pas mal de gaz. Ensuite, tout se range, tchoc, tchoc, tchoc. Et puis surtout, j'arrive à tout mettre, ça c'est vraiment chouette. Hop. Hop, et ça va dans le petit sac. Voilà. Vous trouvez donc tous les poids hein, dans la liste Lighter Pack. Je vais partir pour la première année avec une, j'allais dire grosse, mais une moyenne cartouche de gaz. Donc c'est les 230 grammes, 220 grammes de gaz. C'est un peu plus lourd, mais de nouveau, le problème c'est l'approvisionnement, ça je ne trouve pas. En fait, c'est pour ça que j'ai le petit réchaud à alcool. Donc ça, je vais partir, avec ça je fais un mois, ça va jouer. Je le sais, parce qu'avec les petites, je fais 3 semaines. Avec celle-là, je vais faire un mois, un peu plus. Ça veut dire que j'arriverai normalement à arriver jusqu'à de nouveau Yerevan pour reacheter une grosse cartouche. Puis ensuite, par contre, je ne sais pas exactement quand je vais en retrouver. Je serai dans des milieux bien paumés et puis je vais devoir me débrouiller. C'est pour ça que j'ai le petit réchaud à alcool, parce que l'alcool médical, on peut le trouver dans une pharmacie, dans n'importe quelle petite pharmacie de village. On arrive à trouver ce genre de choses. Une autre petite bouteille en PET, petite version, je pense 33, un truc comme ça, légère, pour prendre de l'alcool médical avec. Un Ziploc avec le PQ. J'ai ici tout ce qui concerne l'organisation de la nourriture. Je pars toujours avec mon sac en Dyneema de chez Zipax, qui marche toujours très bien. Ça fait la 4e année que je l'ai. Et puis dedans, c'est déjà bien limitant pour les odeurs. C'est solide. Je mets 4 jours de nourriture là-dedans, environ, plus les thés, cafés, l'huile, le sel, les choses, les épices, les choses comme ça que j'ai de toute façon avec moi. Et puis ensuite, ça peut commencer un peu à déborder. Comme il y a parfois où j'aurai 5, 6, voire 7 jours de nourriture à avoir en autonomie, je vais forcément déborder de ça. Et puis en plus, il y a un autre petit souci, c'est que je vais être dans des zones à ours. Pas dans des zones à ours comme dans les Pyrénées où il y a 40, 50 têtes maximum. Là, rien que sur la partie sud du Caucase, donc que dans la Géorgie, pas en Russie, il y a 400 têtes à peu près estimées. Donc on est plus dans des populations comme en Slovénie par exemple, où il y a quand même pas mal d'ours. Et puis, ce n'est pas que des ours noirs, hein. Il y a l'ours brun de Syrie, qui est un machin assez costaud, qui ressemble au grizzly, qui est entre l'ours brun et le grizzly, on va dire, aussi avec la bosse là sur le dos. Avec la bouffe, c'est ça le problème en fait. C'est pas l'attaque de l'ours sur l'homme, c'est pas la prédation de l'homme par l'ours, c'est pas ça. Le souci, c'est plutôt les problèmes avec la bouffe. Et puis donc c'est les odeurs et c'est la gestion. Donc je vais devoir vraiment appliquer des paramètres que j'ai jamais appliqués dans ma vie. Ça veut dire de faire un peu le triangle, comme on l'appelle, du bivouac. Ça veut dire avoir un lieu où je dors qui est exempt complètement d'odeur et de stockage de nourriture, que ce soit, mais tout, hein. Ça, le savon, c'est loin, ça ne peut pas être vers vous dans la tente dans ces zones-là. Le dentifrice, les lingettes qui sont, tout ce qui est odorant, machin comme ça, qui titille la curiosité, ça doit être stocké ailleurs, sur un autre site. Et puis, il y a encore un 3e site qui sera le site
dans lequel il y aura la cuisson, où on fait la vaisselle, où on cuisine et tout, etc. Et même, par exemple, les habits que l'on porte, là où on fait, si vous faites une fois un truc des œufs, vous faites revenir de la bidoche avec de l'huile dans votre popote ou compagnie, et que ça sent des oignons, des choses comme ça, il ne faut pas faire ça avec vos habits de couchage et puis après aller vous mettre au lit parce que voilà, c'est vraiment pas recommandé. C'est ça le souci. Donc on laisse les autres choses ailleurs, on les hisse dans un arbre, donc j'ai un système de tirage avec un mousqueton, avec 8 mètres de filin d'Ainima, on lance un caillou, on les met hors sol, haut, bien, inatteignable. Oui, un ours peut aller, un ours noir, grimper et tout, etc. Mais disons, ça permet déjà d'enlever bien des problèmes et puis de mettre aussi, il y a tout ce qui est rongeurs, renards et autres prédateurs. Il y a des loups, pas mal. Donc si on laisse au sol et compagnie, on peut avoir des problèmes. Et j'emporte avec moi en plus ici un autre système de chez Loksak qui s'appelle Opsak. Bref, c'est des choses, c'est vraiment prévu hein, pour les pays à ours. C'est un Ziploc spécial, résistant, c'est du gros costaud, et puis qui est vraiment étanche. Hein. C'est pour les mettre sous l'eau, il n'y a pas d'eau qui rentre, c'est vraiment étanche, et c'est fait pour faire une barrière olfactive, soit qui se met dans celui-là, que je vais pouvoir faire. Si je n'ai pas trop de nourriture, je vais le mettre à l'intérieur, je vais mettre la bouffe là-dedans, puis la bouffe, je vais la mettre, enfin le sac, je vais le mettre dans celui-là. Soit de doubler parce que c'est une zone où j'ai besoin de plus de portage de nourriture et puis qu'il va falloir s'organiser différemment. Puis j'en ai un deuxième, comme j'avais fait l'année passée, plus petit, qui lui me sert à mettre toujours en odor-proof pour pas que ça pue. Parce que lui, c'est celui qui vient plutôt sur l'extérieur du sac à dos ou tout en haut du sac à dos avec la nourriture du jour, les repas du jour par exemple. Donc, comme je vais être dans des lieux où je n'aurai pas tout le temps des lyophilisés bien fermés, puis tu ouvres juste pour cuire, mais je vais recevoir des bons gros fromages et puis des saucissons des villageois, et puis il y aura peut-être que ça à acheter dans l'épicerie. Je vais mettre là-dedans parce que sinon je vais complètement faire que mon sac à dos va commencer à sentir la bouffe. Et puis là, ça pourrait me mettre dans des problèmes sérieux. Donc on essaie de gérer les choses un petit peu correctement. Voilà, c'est les seules recommandations qu'il y a. Il ne faut pas que les ours associent l'humain à la nourriture. Maintenant, c'est peut-être préventivement assez costaud ce que je fais. Bon, je ne pars pas avec le bear canister, hein, l'énorme Tupperware et compagnie, parce que, voilà, pas déconner, on va déjà y aller comme ça. Je n'ai pas de bear spray, donc je n'ai pas de spray anti-ours. Je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça. Et ensuite, ici, j'ai une petite série, j'ai 4 Ziplocs pour mettre du porridge, des machins, des pâtes, des choses que j'achète au fur et à mesure sur le chemin. Et j'ai un Ziploc poubelle. Alors de nouveau, le problème c'est que ce Ziploc poubelle, qui lui n'est pas étanche au point de vue des odeurs, devra être mis dans les Ziplocs vraiment anti-ours suivant où on est. Voilà les amis. On a fait le tour. C'est vrai que cette année, c'est un peu spécial. Hein. Il y a quand même pas mal de choses en plus. Il y a une polaire, il y a un pantalon que j'ai jamais pris, il y a une banane, il y a un chargeur solaire, il y a une boussole, il y a des ziplocs là, étanches machin en plus. Il y a 2 paires de... Enfin, je pars avec 3 paires de chaussures que je vais swapper, m'envoyer. Enfin, voilà, il y a un petit peu plus de choses logistiques auquel je dois penser. C'est normal parce que c'est pas un GR, disons, que je fais en milieu protégé. Alors, on n'est jamais protégé en montagne, il faut faire gaffe, il faut faire attention n'importe où, mais disons, on a des facilités, on va dire, logistiques, des facilités qui sont même supérieures et qui sont rassurantes aussi. Je ne vais pas appeler ça une expédition, mais quand même une aventure un petit peu costaud, avec des moments où je veux et puis ça ira très bien. Encore une petite explication, cette année je vais poster des photos un petit peu sur Instagram, comme je l'ai toujours fait lorsque je suis loin. Il y aura des vidéos
préprogrammé sur la chaîne, mais pas à une fréquence très élevée. Donc, je vais insérer et vous bigoter des petites vidéos pendant le TCT sur place avec un petit peu de feedback, soit en shorts, soit en vidéo normale, mais édité au smartphone, fait sur le place, dans le feu de l'action, dans le vif du sujet, pour vous parler un petit peu, pour vous faire des retours, pour faire tout à coup un live. Dès le moment où j'aurai du réseau ou un Wi-Fi, je vais un petit peu partager un peu plus avec vous, parce que c'est une aventure à mon avis qui est assez extraordinaire, un peu spéciale. Donc je vais me donner autant de peine que possible. Voilà les amis, ciao, bye bye, bon été, prudence et puis amusez-vous bien. Ciao.